Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Opinion FGTB. Je suis ravi de vous retrouver et je vous propose aujourd'hui non pas un reportage mais une fois n'est pas coutume, un scoop, une nouvelle stupéfiante qui risque bien de vous faire sursauter dans votre fauteuil. Figurez-vous que Karl Marx est de retour et que nous allons le retrouver ensemble dans moins d'une minute. 200 ans tout juste après sa naissance, le célèbre philosophe, historien, économiste, l'auteur mondialement connu du Capital, l'intellectuel révolutionnaire admiré par les uns et haï par les autres, Karl Marx donc est de retour parmi nous. Alors que ceux qui s'étranglent à la simple évocation de son nom se rassurent. Il revient, certes, mais seulement pour quelques minutes et sur une scène de théâtre. Ses idées, par contre, vous allez le voir, pourraient peut-être s'attarder un petit peu plus longtemps et même, pourquoi pas, garder une certaine actualité, une certaine résonance avec notre époque. Tremblez braves gens, voici Karl Marx, brièvement ressuscité par Howard Zinn, le célèbre historien américain, et par le Théâtre des rues. Regardez. Oh, grâce à Dieu, il y a quelqu'un. Merci à vous d'être venu. Ainsi donc, tous ces imbéciles qui proclament Marx est mort n'ont pas réussi à vous dissuader. Ah, certes, je suis et je ne suis pas. Ah, pour vous, c'est de la dialectique. Ah, vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé jusqu'ici. Les transports en commun. En réalité, je n'entendais pas revenir ici. Je voulais retourner à Soho, à Londres, là où je vivais. Mais un cafouillage bureaucratique. Et me voilà. Pourquoi je suis revenu? Pour laver mon nom. J'ai lu toutes vos gazettes. Elles proclament toutes que mes idées sont mortes. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Rien. Ces clowns le répètent depuis plus d'un siècle. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il était nécessaire de me déclarer mort, encore et encore. Bon, ben j'en ai eu jusque-là. J'ai demandé le droit de revenir. Mais comme je vous l'ai dit, là-haut, c'est une bureaucratie. Il y a des règles. Là-bas, il est permis de lire et même de regarder, mais pas de voyager. Ah, j'ai protesté. Évidemment. Vous pouvez diffuser l'information. Marx est de retour. Ouais, pas pour longtemps, je sais. Mais avant tout, sachez bien une chose. Je ne suis pas marxiste. La fois où j'ai dit ça à Piper, il a failli en crever. Il est indispensable que je vous parle de Piper. Nous vivions à Londres. Jenny, moi, nos 2 filles, plus 2 chiens, 3 chats et quelques oiseaux. C'est-à-dire plutôt à l'étroit, dans un petit appartement donnant sur Dean Street, pas très loin de là où débouchaient les égouts. Nous étions arrivés là parce que j'avais été expulsé du continent, expulsé de la Rhénanie, oui, de l'endroit où je suis né. C'est que j'avais fait des choses dangereuses, hein. Je dirigeais un journal, la Rheinische Zeitung, pas vraiment révolutionnaire. Mais il semble que l'action la plus révolutionnaire dans laquelle on peut s'engager, c'est de dire la vérité. En Rhénanie, la police avait arrêté de pauvres gens qui ramassaient du bois de chauffage sous les propriétés des riches. J'ai écrit un édito pour protester. Ils ont essayé de le censurer. Alors j'ai écrit un autre édito, affirmant que la liberté de la presse n'existait pas en Allemagne. Ils ont décidé de prouver que j'avais raison, en interdisant le journal. Mais c'est seulement à partir de là que nous nous sommes radicalisés. Toujours la même histoire, non? La dernière édition de la Rheinische était barrée d'un énorme titre en lettres rouges, « Révolte !» Ce qui chagrina les autorités. Et elles ordonnèrent mon bannissement. Je suis donc parti pour Paris. Jenny avait déniché un petit appartement dans le quartier latin. Des mois de paradis. Mais de la police allemande à la police française, il s'était passé le mot. Il semble que la police développe une conscience internationaliste bien avant les ouvriers. J'ai donc été expulsé de Paris, nous sommes allés en Belgique, expulsé également. Finalement, nous sommes arrivés à Londres où débarquent les réfugiés du monde entier. Mais j'étais sur le point de vous parler de Piper.
Vous savez, chez nous à Londres, les réfugiés politiques de tout le continent entraient et sortaient à tout bout de champ. Piper était l'un d'eux. C'était un flatteur, un flagorneur. Il me tournait autour comme un bourdon. Il avait pris pour habitude de se poster à 20 cm de moi pour être sûr que je ne lui échappe pas. Et il me citait mes propres textes. Chaque fois que je vais lui dire, Piper, s'il te plaît, arrête de me citer. Il avait l'audace d'annoncer, croyant que ça me ferait plaisir, qu'il allait traduire Das Kapital en anglais. L'animal pouvait à peine prononcer 2 phrases en anglais sans la massacrer. L'anglais, c'est une langue merveilleuse. C'est la langue de Shakespeare. Mais si Shakespeare avait entendu Piper prononcer une seule phrase en anglais, il aurait pris du poison. Mais Jenny avait pour lui de la compassion. Elle aimait bien l'inviter à nos dîners de famille. Un soir, Piper est arrivé en annonçant la création de la Société marxiste de Londres. Une société marxiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous nous réunissons chaque semaine pour étudier l'un de vos textes. Nous le lisons à haute voix, l'analysant phrase par phrase. Voilà pourquoi nous nous sommes intitulés marxistes. Nous croyons profondément et sans réserve à tout ce que vous écrivez. Profondément et sans réserve. Oui, alors docteur Marx, et nous serions heureux si vous preniez la parole à la prochaine réunion de notre société marxiste. Ah, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Ah, et pourquoi? Parce que je ne suis pas marxiste. Pas encore. Son mauvais anglais. Le mien n'était pas parfait. C'était sa manière de penser, quelle confusion. C'était comme un satellite en orbite autour de mes mots qui les diffusait à travers le monde. Mais en les déformant, et qui ensuite défendait cette déformation comme un fanatique, dénonçant quiconque interpréterait autrement. Un jour, j'ai dit à Jenny, tu sais, je crains le plus. Et elle m'a répondu que la révolution prolétarienne n'ait jamais lieu. Non! Qu'elle ait lieu. Et qu'elle mette au pouvoir des types comme Piper, flatteurs quand ils sont dominés, matamores et tyranniques quand ils sont au pouvoir, et dogmatiques. Ils parleront au nom du prolétariat. Ils interpréteront ma pensée pour le monde entier. Ils créeront une nouvelle église, un nouveau clergé, avec des inquisitions et des mises à l'index, des excommunications et des poteaux d'exécution. Et ça, ce sera fait au nom du communisme, l'effaçant pour des années de l'idée de la liberté, divisant le monde en empire capitaliste et en empire communiste. Ils vont bousiller notre rêve merveilleux. Il faudrait une révolution. Peut-être 2, voire 3 pour le réparer. Voilà ce qui me fait peur. Non. Non. N'avez pas essayé Piper traduire Das Kapital en anglais. Ça représentait des années de travail dans les conditions de Soho. Passer tous les matins devant les mendiants endormis au milieu du trottoir. Tracer mon chemin jusqu'au British Museum et sa magnifique bibliothèque. Et là, travailler jusqu'à ce que la nuit tombe. Lire de l'économie politique. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux que lire de l'économie politique? Oui! Écrire de l'économie politique! Pour tenter de minimiser la portée de Das Kapital, les critiques diront ce qu'ils disent toujours des auteurs radicaux. Il a dû vivre quelque expérience personnelle affreuse. D'accord! Si ça vous plaît d'assister là-dessus, le trajet de retour à travers Soho alimenta la rage qu'il y a dans Das Kapital. Ah ouais, je vous entends d'ici, hein. Ouais, bon, c'était comme ça à l'époque, il y a un siècle. À l'époque, vraiment. Et les gens qui dorment dans la rue! Un rapport officiel. Le produit intérieur brut, ah ça, pour être brut,
des États-Unis s'est élevé l'an passé à 18 000 milliards de dollars. Waouh! Très impressionnant. Mais vous êtes-vous déjà demandé où tout cela se trouve? Qui en profite et qui n'en profite pas? Moins de 500 personnes contrôlent à elles seules 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux. Ces gens sont-ils plus nobles? Travaillent-ils plus durement? Sont-ils plus précieux pour la société qu'une mère de famille avec 3 enfants à nourrir en hiver et sans rien pour payer la note de chauffage? Mais n'ai-je pas écrit, il y a plus de 150 ans, que le capitalisme allait accroître la richesse dans des proportions énormes, mais qu'ensuite, celle-ci serait concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses? Gigantesque fusion de la Chase Manhattan Bank avec la Chemical Bank. 12 000 travailleurs vont perdre leur emploi. Actions en hausse. Et ils disent que mes idées sont mortes. Les merveilles du système capitaliste, les hommes et les femmes réduits à de la marchandise, et leur vie sous le contrôle de la super marchandise, l'argent. La commission n'apprécie pas. Un jour que je ne trouvais pas mon Ricardo, j'ai demandé à Jenny, mon Ricardo, où as-tu mis mon Ricardo? Tu veux parler de principe d'économie politique? Elle avait dû penser que j'en avais fini avec lui et l'avait mis au mont-de-piété. Cette fois-là, j'ai perdu mon sang-froid. Mon Ricardo! Tu as mis mon Ricardo au clou! Oh! Du calme! La semaine dernière, n'a-t-on pas mis en gage la bague que ma mère m'avait donnée? C'est toujours comme ça. Tout passait au mont-de-piété. Tout particulièrement les cadeaux de la famille de Jenny. Et quand on n'avait plus, c'était nos vêtements. J'ai passé tout un hiver. Vous connaissez les hivers londoniens, sans mon manteau. Et une fois, comme je marchais dans la rue, et je commençais à sentir que mes pieds gelaient sur la neige, je me suis aperçu que je n'avais pas de chaussures. On les avait mises au clou la veille. Ah! Quand Das Kapital a été publié, on a fêté ça. Hein. Mais Engels a d'abord dû nous filer un peu de pognon pour qu'on puisse cotiser de chez le prêteur la nappe, les serviettes et les couverts. Engels. Un saint. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Chaque fois qu'on nous coupait l'eau et le gaz, que nous étions plongés dans le noir, et que notre morale était au plus bas, Engels payait la note. Son père avait des usines à Manchester. Ouais, c'est le capitalisme qui nous a sauvés. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. Elle est l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Mais évidemment que l'opium n'est pas la solution. Mais dans certains cas, il peut servir à soulager la souffrance. Et ça, je le sais, hein, à cause de mes furoncles. Et le monde n'a-t-il pas lui-même ces terribles éruptions de furoncles? Vous avez déjà eu des furoncles? C'est une maladie odieuse. Les furoncles m'ont pourri la vie. Et encouragé certains à tout expliquer à cause d'eux. Marx enrage contre le capitalisme à cause de ces furoncles. Les imbéciles, ils vont s'en tirer comment avec les autres révolutionnaires qui n'ont pas de furoncles? Bon, trouvons toujours quelque chose. Hein. Celui-là, il était battu par son père. Cet autre, sa mère l'a chouchouté jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Et celui-là, on ne lui a même pas appris à faire sa toilette. Toutes sortes d'explications, sauf la plus évidente. Le capitalisme, de par sa nature et ses atteintes à l'esprit humain, engendre la révolte. Ah ouais. Le capitalisme d'aujourd'hui serait moins violent que celui de mon temps.
Vraiment. Il y a 2 ou 3 ans, c'était écrit dans vos gazettes, hein. Des patrons ont fait fermer les portes d'une usine de poulets où travaillaient des ouvrières en Caroline du Nord. Pourquoi faire? Plus de profit, évidemment. Il y a eu le feu. Les 25 travailleuses piégées sont mortes, brûlées vives. Elle me lisait les premières pages de Das Kapital pour me torturer, évidemment. La richesse des sociétés où prévaut le mode de production capitaliste se caractérise par une immense accumulation de marchandises. Elle disait, ça va endormir le lecteur. Je me demande, est-ce que c'est aussi ennuyeux que ça? Oh, pour que ce soit un tout petit peu ennuyeux, ça je voulais bien le concéder à Génie. Mais alors elle me disait que ça n'existe pas quelque chose qui soit seulement un tout petit peu ennuyeux. Oh. Ah, ne vous méprenez pas, hein. Elle considérait Das Kapital comme une œuvre profonde. Le livre montrait comment l'apparition du système capitaliste était nécessaire à un moment donné de l'histoire, qui allait provoquer une croissance colossale des forces productives et un accroissement sans précédent des richesses dans le monde, mais qui, de par sa nature, ne pouvait que répartir ces richesses de telle manière qu'elles détruisent l'humanité, non seulement du prolétaire, mais aussi celle du capitaliste, pour finir, toujours de par sa nature, par creuser sa propre tombe, pour ouvrir enfin la voie à un système plus humain. Le génie demandait toujours, touchons-nous ceux que nous voulons toucher? Une fois, elle m'a même dit, tu sais pourquoi les censeurs ont autorisé sa publication? Parce qu'ils n'y ont rien compris. Et qu'ils étaient sûrs que personne n'y comprendrait rien. Le génie croyait en mes idées, hein. Mais elle ne supportait pas ce qu'elle considérait comme de la prétention académique. Redescends sur Terre, docteur Marx. Elle voulait que j'explique la théorie de la valeur ajoutée de telle manière que les ouvriers puissent la comprendre. Mais personne ne peut comprendre la théorie de la valeur ajoutée s'il n'a pas d'abord compris la théorie de la valeur travail. Et comment la force de travail est une marchandise particulière dont la valeur est déterminée par le coût des moyens de subsistance qui eux-mêmes sont à la source de la valeur de toutes les autres marchandises, valeur qui est toujours supérieure à la valeur de la force de travail. Génie hochait la tête. Non, ça ne marchera pas. Tout ce que tu as à dire, c'est... Votre patron vous donne un salaire, le strict minimum, juste de quoi survivre et travailler. Mais toujours, il gagne sur votre travail bien plus qu'il ne vous le paie. Ainsi, devient-il de plus en plus riche pendant que vous restez pauvre. Admettons que par plus de 100 personnes dans toute l'histoire de l'humanité aient jamais compris ma théorie de la plus-value. Mais elle n'en est pas moins exacte. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport du département d'État américain au travail. Tout y est. Vos travailleurs produisent de plus en plus de biens et sont payés de moins en moins cher. Résultat, exactement ce que j'avais prévu. Désormais, 1% des Américains les plus riches contrôlent 40% de la richesse du pays. Et ça se passe dans le grand pays, qui est le grand modèle du système capitaliste. Un pays qui non seulement a dépouillé son propre peuple, mais qui en plus a pillé les richesses du reste du monde. Prétendent qu'avec la fin de l'Union soviétique, le communisme est mort. Bande de cons! Pense-t-il qu'un système qui est mené par une brute qui fait assassiner ses compagnons de révolution soit le communisme? Tête de cons! Et ce sont des politiciens et des journalistes qui racontent ce genre de salade. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme études? Ont-ils seulement lu le manifeste qu'Engels et moi nous écrivions à Bruxelles quand il avait 28 ans et moi 30? En lieu et place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, nous devons réaliser une association dans laquelle le libre développement de chacun sera la garantie du libre développement de tous. Vous avez entendu ça? Une association. Vous savez maintenant ce que c'est que le communisme? La liberté individuelle,
que chaque individu devienne un être humain, plein de compassion. Mais pensez-vous que quelqu'un qui se dit socialiste ou communiste et qui se conduise comme un gangster ait compris quoi que ce soit au socialisme? Abattre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Est-il pensable que ce soit ça, le communisme, pour lequel j'ai donné ma vie? Ce monstre qui s'est accaparé tous les pouvoirs en Russie, qui a tout fait pour interpréter ma pensée comme un fanatique religieux, a-t-il seulement permis à ses concitoyens de lire, alors qu'il met collé au poteau d'exécution ses compagnons de la Révolution, la lettre que j'adressais au New York Times, et dans laquelle je disais que la peine de mort ne saurait être tolérée dans aucune nation se disant civilisée? Le socialisme n'est pas censé reproduire les fautes du capitalisme. Les troupes allemandes parties, la ville était aux mains des ouvriers, des bonnes, des employés de bureau, des intellectuels, les citoyens en armes. Le peuple de Paris ne forma pas de gouvernement, il fit quelque chose de bien plus glorieux, quelque chose que tous les gouvernements au monde redoutent, une commune. L'énergie collective du peuple, c'était ça, la commune de Paris. Des gens qui se réunissaient 24 heures sur 24 aux quatre coins de la ville, par groupe de 3 ou 4. Ils prenaient des décisions pendant que les troupes françaises encerclaient la ville et menaçaient de l'envahir à tout moment. Paris fut la première ville libre au monde, la première enclave de liberté dans un monde de tyrannie. J'essayais d'expliquer à Bakounine. Tu veux savoir ce que j'entends par dictature du prolétariat? Regarde la commune de Paris. Ça, c'est une véritable démocratie. Pas comme ces démocraties à l'anglaise ou à l'américaine qui ne sont qu'un cirque, où les gens votent pour l'un ou l'autre gardien de l'ordre établi, où quel que soit celui qui remporte les élections, ce sont toujours les riches qui continuent à diriger le pays. La commune de Paris, elle, ne dura que quelques mois. Mais elle fut la première assemblée législative au monde à représenter les pauvres. Leurs lois étaient faites pour eux. Elle annula leurs dettes et leur donna au mont-de-piété de leur restituer les biens dont ils avaient le plus besoin. Les membres du gouvernement refusaient un salaire qui soit supérieur à celui des ouvriers. Ils réduisirent les horaires des boulangers. Ils réfléchirent aux moyens de rendre les théâtres gratuits. Courbet, le grand Courbet lui-même, ce peintre dont l'étoile avait stupéfié l'Europe tout entière, présidait l'association des artistes. Ils ont rouvert les musées. Ils ont mis sur pied une commission pour l'éducation des femmes. Ça, c'était un événement sans précédent. L'éducation pour les femmes. La commune de Paris assigna pour tâche à l'école d'enseigner aux enfants l'amour et le respect de leurs semblables. J'ai lu vos derniers rapports sur l'éducation nationale. Quel non-sens! Vous apprenez tout ce qui est nécessaire pour réussir dans une société capitaliste. Mais apprenez-vous aux jeunes à se battre pour la justice? Les communards, eux, l'avaient bien compris. Ils l'enseignaient, non seulement par leurs mots, mais aussi par leurs actes. Ils ont détruit la guillotine, cet outil de la tyrannie, y compris de la tyrannie révolutionnaire. C'était ça, la commune de Paris. Les rues toujours pleines de gens, des discussions partout, des gens qui partageaient leurs biens. La gentillesse régnait, ils semblaient sourire davantage que de coutume. Les rues étaient sûres, sans aucune police d'aucune sorte. Voilà. C'est ça, le socialisme. Évidemment, cet exemple de la commune de Paris ne pouvait être toléré. Alors, les troupes françaises sont entrées dans Paris et elles ont entamé le massacre. Elles ont arrêté les meneurs de la commune, les ont conduits au Père-Lachaise, les ont collés au mur et les ont exécutés. En tout, il y a eu plus de 30 000 victimes. Ouais, la commune de Paris a été écrasée par des chacals, par des pourceaux, mais elle fut la plus éclatante réalisation de notre époque. En 1843, j'étais à Paris, avec Génie. J'avais 25 ans. Et j'écrivais que dans le nouveau système industriel, les travailleurs sont étrangers à leur travail parce qu'il leur déplaît, qu'ils sont rendus étrangers à la nature à mesure que les machines, le bruit, les odeurs, la fumée
leur ont envahi l'esprit. C'est ça le progrès. Qu'ils sont étrangers les uns les autres, parce qu'on les a montés les uns contre les autres, se marchant dessus pour survivre. Qu'ils sont étrangers à eux-mêmes, vivant des vies qui ne sont pas les leurs, vivant des vies qu'ils ne veulent pas vraiment vivre, de telle manière que la vraie vie ne leur soit accessible qu'en rêve ou qu'en fantasme. J'en suis sûr maintenant. J'ai été foutrement trop sûr de moi. Mais désormais, je sais, tout peut arriver. Mais il faut que les gens se bougent le cul. Ah, c'est trop radical ce que je raconte, mais rappelez-vous, la radicalité, c'est empoigner les choses à la racine, et la racine, c'est nous. J'ai une suggestion. Imaginez que vous ayez des furoncles au cul, et que rester assis toute une journée vous cause de telles douleurs que vous deviez vous lever. Allez, vous devez bouger, vous devez agir. Oh! Fournir à chacun tout ce dont il a besoin. Des médicaments. Oh. De la nourriture. De l'eau pure. De l'air pur. De l'herbe, des arbres. Un toit où il fait bon vivre. Ouais. Ah, quelques heures de travail. Mais beaucoup plus d'heures de loisirs. Oh, et ne me demandez pas qui mérite cela. Tout être humain le mérite. Ah. Oui, bon, ça va être l'heure. Il va être temps de s'en aller. Bon, d'accord. Dites, vous avez été dérangé par mon retour? Ah, vous êtes un peu énervé. Bon, dites-vous que c'était le retour du Messie? Jésus, il ne pouvait pas. Alors c'est Karl qui est revenu. Polom pom popom, polom popom, polom popom, polom popom. Grâce à Dieu, il y a quelqu'un. Merci à vous d'être venus. Ainsi donc, tous ces imbéciles qui proclament Marx est mort n'ont pas réussi à vous dissuader. Certes, je suis, et